L'actualité marquante, probablement marquante sur laquelle on va se focaliser maintenant, entre le 8 et le 15 octobre, c'est la période de référence, c'est la période de la semaine dernière. Il y a eu beaucoup d'idées, de messages, de communiqués qui allaient dans le sens d'une NUPES qui, ça y est, c'était fini, c'était mort, on avait enfin enterré le bébé, tout le monde s'en était débarrassé, tout le monde était content de s'en débarrasser potentiellement, mais tout le monde le déplorait. Mais qu'en est-il vraiment, en fait? Parce que la mort de la NUPES, ça fait pas 18 mois qu'on nous la sort, 18 mois non, presque 18 mois, 16 mois qu'on nous la sort à tout bout de champ. La NUPES est morte, la NUPES ceci ou 14 mois, enfin bref, depuis les législatives, le mot NUPES avait été créé que déjà on parlait de sa fin, vraiment, depuis le début. Alors bon, d'où est-ce que c'est parti tout ça? Refaisons-nous le feuilleton. Le feuilleton, tout simplement, c'est on va repartir sur la guerre Israël-Gaza, donc plus précisément sur l'attaque du Hamas. Tout est parti, globalement, en tout cas sur cette séquence médiatique NUPES actuellement, enfin NUPES, tout est parti globalement de Mathilde Panot qui a refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Elle a dit très spécifiquement, c'est la branche armée qui est aujourd'hui responsable de crimes de guerre, la branche armée du Hamas qui est aujourd'hui responsable de crimes de guerre. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Et comme elle a refusé de la qualifier de terroriste, alors que tout le monde a dit que c'était un mouvement une attaque terroriste, elle s'y est refusée et une partie de la France Insoumise s'y est refusée. Cela dit, notons quand même que plusieurs députés de la France Insoumise l'ont fait. Ceux qui ne sont pas tout à fait dans la team Mélenchon directement, notamment Autain et Ruffin, dont on va reparler juste après. Donc Mathilde Panot ensuite a rappelé, nous ne changerons, ça c'était au bout d'une semaine, nous ne changerons pas d'un iota notre position, a-t-elle dit. Donc elle a maintenu sa ligne, défendue par son parti depuis le début des attaques, en dépit des nombreuses critiques, y compris de son propre camp. Et pourtant, il y a quand même une phrase, moi, que j'ai trouvée et que je tiens quand même à vous lire, qui est « Nous condamnons l'ensemble des crimes de guerre qui visent à la terreur et donc on peut appeler ça terroriste ». Elle a fini par dire ça quand même, ce qui fait que c'est devenu un peu nébuleux et un peu difficile à comprendre. Alors comment la France Insoumise a essayé de se sortir un peu de cette histoire, de ce coup médiatique, en gros, globalement, parce que clairement ça jouait tout à fait contre eux. Du coup, il y a eu la contre-com qui a été mise en place, qui a été axée sur deux choses. Première chose, c'est de rappeler que dans le communiqué du ministère de l'Intérieur, personne n'avait utilisé le terme paix ou cessez-le-feu, comme si ça allait vraiment cibler l'attention sur le gouvernement qui, pour le coup, bénéficie actuellement d'un large soutien dans le camp politique en France, à part à gauche, puisque... le RN et le LR sont du côté du gouvernement dans son traitement de la question d'Israël, clairement en ce moment. Et le deuxième axe, c'était de dire que non, mais en fait, ce sont des crimes de guerre, c'est pas une organisation terroriste aux yeux de l'ONU, donc ce n'est pas une attaque terroriste. Mais crimes de guerre, de toute façon, c'est pire que terroriste, et en fait, il y a un distinguo entre les deux, et nous, on préfère tel mot plutôt que l'autre, et potentiellement, il est pire et plus disqualifiant, donc on nous fait un mauvais procès. Moi, je vais vous le dire, très franchement, ce que j'en pense, moi je pense que c'est de l'enculage de virgule, et que de toute façon c'est pas audible. C'est-à-dire que pour l'opposition, c'est pas du tout audible. Et quand t'as des attaques, des bombardements et des morts, et que toi t'es en train de faire oui mais selon le dictionnaire en fait, tu peux pas gagner la bataille médiatique. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc le ton est monté du coup juste après ça en fait, après ces derniers jours. Puisque Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste ont eu des positions différentes. Fabien Roussel en a fait un communiqué dont on va parler. Et donc il y a eu cette idée que en fait ça y est, la NUPES est morte et ce qui aura eu raison de la NUPES, c'est l'attaque du Hamas sur Israël, et ce n'est pas des bails de politique interne paradoxalement. Pourtant, est-ce que vraiment la NUPES est morte? Alors je vous spoil, non. La NUPES n'est vraiment pas morte. On ne veut pas casser l'union de la gauche, mais pousser à un électrochoc, on ne fonctionne pas bien depuis un an, et à un moment, il faut le dire, et surtout l'acter pour avancer. Donc ça, c'est ce que dit le socialiste Philippe Brun auprès de BFM TV. On a des désaccords très bruyants, mais la réalité, c'est qu'on est d'accord à 90%. On est poussé à manifester notre éloignement, et on voudrait tous l'éviter. On ne va pas gagner 2027 en s'écharpant. Ça, c'est ce que dit un proche d'Olivier Faure. Et on le voit en fait en termes de vote, c'est-à-dire que sur la motion de censure, là, sur le projet de finances, les socialistes n'ont pas voté pour, mais globalement les partis ont plus ou moins collaboré. La moitié des Verts, qui ont été libres de leur vote, ont signé la motion de censure déposée par Mathilde Panot, ont voté pour cette motion de censure. On a également des partis qui collaborent quand même pas mal en assemblée, et on a un travail en commission. On nous dit par exemple, donc ça c'est Sophie Taillé-Polian, nous dit
On travaille très bien en commission tous ensemble, on produit des amendements de qualité, personne ne peut dire le contraire, donc dans les faits, factuellement, matériellement, la NUPES continue d'exister, existe encore. Et on a un vers qui dit, de toute façon, la vérité c'est qu'on a fait moins de 5% de la présidentielle et qu'on a un groupe de 23 députés après 5 ans sans personne à l'Assemblée et qu'on ne peut pas se fâcher vraiment avec les Insoumis qui sont notre principal partenaire. Alors ça c'est ce qu'un député nous rappelle quand même malgré tout. Donc, est-ce que la NUPES est morte? A priori non, quand même malgré tout. Alors, il y en a quand même Roussel, voilà, on a eu un communiqué quand même du Parti communiste qui a été validé par 93% par vote. On votait pour une résolution du coup appelant à repenser le rassemblement de la gauche et des écologistes. Mais pour autant, et donc du coup selon BFM TV qui a un peu creusé le truc, Fabien Roussel certes se voit partir seul, il aimerait beaucoup se voir à l'Elysée et profite d'une séquence médiatique et d'attaques qui ont été faites à son encontre. Il recite les attaques de Chikirou à son encontre notamment pour remettre l'affaire Chikirou dans le débat, et honnêtement les attaques de Chikirou à l'encontre de Fabien Roussel, elles étaient pas terribles. Sauf que Fabien Roussel partant seul, même si sa résolution a été votée, il ne convainc pas vraiment ses troupes pour autant. Donc en fait, il promet une discussion pour sortir éventuellement de la NUPES, mais en fait, les communistes continuent de faire partie de la NUPES, ils continuent à voter, ils continuent à participer à l'intérieur de la NUPES, et des échanges ont certes lieu du coup entre le Bureau national, dans le Bureau national, mais rien du tout de concret n'a été acté. Et globalement, du coup, il ne faut pas croire Fabien Roussel sur parole, en gros. Il force peut-être un départ, il force une distanciation, mais il n'est pas tout à fait encore suivi en interne. Et d'ailleurs, on a Yann Brossa, qui vient à peine d'être élu sénateur de Paris sur une liste PCF Europe Écologie Les Verts PS, qui dit « Il faut savoir tourner la page pour en écrire une nouvelle, mais l'union de la gauche reste indispensable. » Donc ça veut dire peut-être plus NUPES, mais NUPES quand même. Bref, tu te retrouves dans une situation où, visiblement... c'est bon, je t'aime moi non plus, ça on le savait depuis le début, et peut-être on va partir, mais en attendant on n'est pas là, on est encore là quoi. Donc de son côté, du côté des socialistes, on a Gage, alors Gage qui a été l'un des plus virulents sur la France Insoumise récemment, notamment sur la communication de la France Insoumise vis-à-vis de l'attaque du Hamas et ensuite de la réponse d'Israël dans le conflit, qui lui a évoqué aussi potentiellement une suspension de la NUPES, et juste derrière, il y a Olivier Faure, qui est le patron des socialistes, qui a dit mais non, parfois l'union est un combat. Toute la gauche doit avancer d'un même pas, celui de la raison et de la responsabilité. Donc il ferme la porte à une sortie de la NUPES potentiellement. Il y a de la dissension. Non, ils veulent pas de NUPES sans LFI. Je pense pas. Par contre, ce qu'ils veulent, je pense, et là c'est là où on arrive, ils veulent une NUPES sans Mélenchon, ce qui n'est pas la même chose. Parce que la plupart des attaques du coup que j'ai vues sur Twitter émanant de gens de la NUPES vers d'autres gens de la NUPES, globalement, c'est surtout des attaques qui ciblent principalement et spécifiquement Jean-Luc Mélenchon. Notamment quand ça vient en dehors de la France Insoumise. Donc, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme en retrait et l'homme en retraite, mais c'est l'homme qui est quand même là, toujours là, très bien là, qui vient de sortir un bouquin, là, donc il était un peu en petite tournée médiatique récemment, et qui prépare le terrain pour 2027. Très clairement, il n'y a pas de secret, ça devient un secret de polichinelle. Mélenchon en 2027 il y retourne. Voilà, il dit à tout le monde qu'il a pas envie d'y retourner, comme il disait en 2014, mais là il y retourne en fait. Il y retourne, c'est quasiment sûr. Il y retourne quoi que les autres en disent. Pour l'instant, il part seul. Donc ce que nous dit par contre Olivier Faure sur la question, Olivier Faure qui quand même continue de défendre l'idée de la NUPES, dit en fait, derrière la direction officielle de la France Insoumise, il y a Jean-Luc Mélenchon, même s'il a plus de mandat électif et même s'il a plus de fonction. Et Jean-Luc Mélenchon, il intervient par tweet, par message interposé, par meeting, et en fait, on ne peut pas discuter directement avec lui. Il balance des takes dans la foule, il mesure la réaction et il met tout le monde à chaque fois au pied du mur. Et c'est une stratégie de conflictualité, visiblement, que beaucoup de la NUPES vraiment contestent et détestent même. Et on a même d'ailleurs, au sein de la France Insoumise, on peut le mesurer, où on voit des tweets qui ont été un peu assassins, ou des missiles qui ont été balancés par le clan Mélenchon en direction de Simonet, en direction de Ruffin, en direction de députés qui du coup ne sont pas de ce cercle-là. On a eu par exemple un tweet d'Obono qui accusait Ruffin de devenir un gros démago et de se chercher à se faire présidentiable. Et pourtant, si vous constatez, il y a Autain qui a défendu une position qui est globalement la même que François Ruffin, qui a fait toute une interview pour dire que la France Insoumise, selon elle, avait fait une faute politique. Elle a dit que la France Insoumise avait exprimé, selon elle,
s'était exprimée, selon elle, sur la question d'Israël, avec des mots qui n'étaient pas assez forts, pas assez clairs. Elle a dit « Je ne comprends pas à titre personnel pourquoi nous avons du mal avec ce terme de terroriste ». Et elle a pris encore plus ses distances en disant que elle considère que ce qu'a fait le Hamas c'est du terrorisme islamiste. Mais autant, pour le coup, elle passe sous les radars, elle passe sous les missiles, pour des raisons qui sont des raisons de politique interne, globalement. Donc, on peut constater effectivement qu'il y a eu un effet boutiquier, carrément, parce que quand Obono a été, je crois, à Sudinfo, parler avec Bourdin, et que Bourdin, pendant 2 minutes, lui dit « Mais c'est un mouvement de résistance ? Mais c'est un mouvement de résistance, le Hamas ? Mais le Hamas, c'est un mouvement de résistance !» Et à la fin, elle finit par lâcher que ça incarne, pour certains, effectivement, une résistance à l'égard du pouvoir d'Israël. Et bon, on peut discuter, oui, matériellement, dans les faits, si tu objectives les faits, et si tu poses les choses dans un débat rationnel, etc. Évidemment, les faits peuvent lui donner raison si tu te mets d'accord sur le mot résistant. Sauf qu'en fait, le piège, il était évidemment là. C'est que pour les Français, la majeure partie des Français, résistance, c'est quelque chose de positif. C'est la France du général de Gaulle contre les nazis, pour la faire courte, et que dire que le Hamas, un mouvement qui a défendu Bachar al-Assad, l'État islamique, et qui se réclame de la charia, est une forme de résistance à un pays démocratique qu'est Israël, c'est extrêmement problématique. Alors bon, c'est évidemment pas ce qu'elle voulait dire, c'est évidemment pas du tout ce qu'elle pense, je pense non plus, mais c'est ce vers quoi, globalement, Bourdin l'a emmené. Avec un extrait qui a été tweeté, expliquant que, en disant, pour Obono, le Hamas est un mouvement de résistance. J'ai plus la formulation exacte, etc. Et là, alors c'est pas exactement ce qu'elle dit. Et là, vous avez tous les boutiquiers, vous avez Tondelier, Roussel, par exemple, ils ont foncé dans le truc à fond. Énormément d'élus de la NUPES, énormément d'élus d'Europe Écologie Les Verts qui sont tombés sur Obono à bras raccourcis, en faisant exprès de mal comprendre ce qu'elle avait dit, quoi, clairement. Mais il faut dire que les tensions internes, elles sont fortes au sein de la NUPES, mais au sein des différents partis qui composent la NUPES. Ça, c'est, je le rappellerai jamais assez, mais c'est pas une question forcément de la France Insoumise contre le Parti Communiste ou la France Insoumise contre Europe Écologie Les Verts ou quoi. C'est aussi des questions de personnes, y compris dans les mêmes formations politiques. Et il y a quand même un truc, moi, que je note, c'est qu'en fait, depuis la sortie de l'affaire Chikirou, qui n'a eu aucun impact en interne, si ce n'est des missiles envoyés par certains sur d'autres, sur des attaques qui ont été faites, par exemple, en des procès en sexisme ou en racisme, qui ont été faits à d'autres élus de la NUPES, de gens qui ont critiqué ou qui ont demandé des comptes, en fait, à Sofia Chikirou. Il y a eu rien ne s'est passé, et en fait, il n'y a pas eu de mise en retrait, il n'y a pas eu de réponse, globalement, il n'y a eu rien, et l'attaque du Hamas a complètement interrompu ce feuilleton médiatique qui se mettait en place de, qu'est-ce qu'on va faire de Sofia Chikirou. Et donc, ça n'a pas du tout été réglé. Alors, ça a été un hasard bien arrivé pour elle. Mais je pense que beaucoup ont rongé leur frein à gauche en se disant merde, il y avait quelque chose à régler, il y avait quelque chose à jouer, on pouvait discuter de la démocratie, de qu'est-ce qu'on fait de ça et comment est-ce qu'on traite ce genre de problématique, et en fait pas du tout, c'est complètement passé sous silence. Donc c'est complètement, je pense aussi une résurgence de ça, de vouloir régler et revenir un peu là-dessus. Alors il y a aussi quelque chose qui relève de la différence de vision, je pense. Là, j'ai des extraits d'une discussion entre Gage et Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon et Jérôme Gage étaient redevenus bros. Ils avaient bouffé ensemble et tout, etc. Et ils avaient clairement, ça c'est Gage l'avait dit, une différence de vision sur ce que devait être la stratégie de la France Insoumise et la stratégie de la NUPES, de fait. Parce que Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il fait pas trop la différence des fois. Donc Gage dit, Jean-Luc Mélenchon m'a dit qu'il était plus que jamais ancré sur la stratégie du bruit de la fureur, de la conflictualisation, qu'il fallait y rester pour permettre à la situation pré-révolutionnaire de se transformer. Et Gage dit, c'est là où j'ai vu le fossé entre nous, parce que pour moi, nous ne sommes pas dans une situation pré-révolutionnaire, mais pré-fasciste. Et donc du coup, il faut opter pour un changement de stratégie. Changement de stratégie, c'est aussi la ligne de Ruffin, par exemple. C'est aussi la ligne de Autain, vous savez. Vous voyez, et ça, ce sont des gens de la France Insoumise. Et du coup, on se retrouve avec en fait une différence de stratégie, une différence de vision de ce que doit être la réponse de la gauche dans ce genre de crise. Et là, on n'a vraiment rien appris de l'affaire Naël, par exemple. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose d'affaire Naël dans ce qui se passe. Il y a une crise qui, théoriquement, pourrait vraiment jouer contre le gouvernement, contre la position du gouvernement. À l'affaire Naël, c'était très prégnant. C'était directement la police qui avait tiré sur quelqu'un et le gouvernement qui défendait la police. Mais là, vous avez Emmanuel Macron qui défend Israël alors que vous avez des bombardements qui sont complètement disproportionnés, une population civile qui est attaquée dans des manières complètement disproportionnées suite à l'attaque du Hamas. Donc, pour moi, il y a quelque chose à jouer normalement à gauche là-dessus. Normalement, il y a un temps médiatique qui peut être favorable, en fait.
Surtout que la gauche, globalement, elle est d'accord sur à peu près tout. Défendre la paix, solution à 2 États, arrêt de la colonisation. Il y a vraiment sur le fond de ce que ça doit être, la politique du Proche-Orient, c'est relativement... ça fait relativement consensus. Donc logiquement, normalement, la gauche devrait potentiellement profiter de ces séquences médiatiques, mais elle n'y arrive pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc la question, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on contrevient en fait à ça? Parce que moi, ce que j'observe, c'est que la gauche cherchant à tout prix bouffer de la laine sur le dos de la gauche pendant ces séquences-là, en fait, on est juste, on perd. Mais on perd sur tous les points. On passe pour des branques, on passe pour des guignols, et on perd au rapport de force avec les autres. Parce que déjà on n'a pas le paysage médiatique avec nous, si en plus on s'embourbe, bref. Du coup, moi j'ai lu le grand message de Miller, de Gérard Miller, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et celui de Lordon aussi, de Frédéric Lordon, qui a été posté peu après, qui était eux-mêmes une réponse à un message de Daniel Schneiderman sur toute cette séquence, etc. Qui a un truc que Miller appelle le syndrome du premier paragraphe concernant la communication de la France insoumise, que moi j'ai trouvé très mauvaise. Je vous le dis honnêtement, je l'ai trouvé très mauvaise. Je trouve que dès l'instant que tu commences à vraiment, je suis désolé de l'expression, mais enculer des virgules, quand tout le monde est en train de s'indigner et que toi t'es en train de dire oui mais non, en fait si jamais tu déplaces telle virgule, ou en fait si jamais tu regardes l'étymologie de tel mot, enfin je vous jure que là-dessus je le sais plus que quiconque, vous ne pouvez pas gagner un débat. Vraiment c'est souvent perçu comme étant de la mauvaise foi. Ce que c'est peut-être même d'ailleurs, je ne sais pas, j'en sais rien, tu vois, mais c'est compliqué. Et en fait, Gérard Miller appelle ça le syndrome du premier paragraphe. C'est en fait, en gros, globalement, dans ce genre de crise, on attend de toi d'abord, bon, tu dis comme tout le monde, et après tu développes ton argumentaire de pourquoi en fait on en est là. Donc en gros, globalement, t'objectives la crise, tu la rationalises, pourquoi est-ce que le conflit israélo-palestinien ressemble à ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça c'est une conséquence de ce qui s'est passé il y a X et X temps, etc. Tu rentres dans la grille d'analyse. Et en fait, en gros, la stratégie de Mélenchon, c'est de faire l'économie de tout le moment d'indignation, en disant, mais attendez, avant de s'indigner, il faut d'abord qu'on comprenne. Sauf que dès l'instant que tu refuses, en gros, de t'indigner quand tout le monde s'indigne, c'est ton premier paragraphe, personne ne va écouter ton discours. En gros, si jamais tu loupes ton premier paragraphe, qui est le moment où tu dois faire union nationale, consensus, blablabla, tu restes inaudible sur tout le reste de tous tes autres paragraphes. C'est ce que, en gros, je vous paraphrase un peu ce que Gérard Miller essaye d'expliquer. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, aussi dans l'affaire Naël, d'ailleurs. Et tu te retrouves dans une situation où, en fait, c'est open bar pour la droite, quoi. Et pour l'extrême droite, ce qui est un peu dommage, quand même. Et pour le coup, si jamais il y a vraiment une stratégie de conflictualisation, parce qu'effectivement ça pose, là en l'occurrence la France insoumise, dans le camp de la victime de la mauvaise foi générale, de la mauvaise foi de tout un pays, de tout un paysage médiatique, ça nous indigne, nous. Ça par contre, ça nous indigne, nous évidemment à gauche, parce que bien sûr qu'on se dit bien que la France insoumise n'est pas un mouvement antisémite, que la France insoumise n'est pas un mouvement qui va défendre le Hamas, qui va défendre le terrorisme islamiste, évidemment. Il y a pas besoin nous qu'on le dise ou qu'on le rappelle entre nous, parce qu'évidemment qu'on le sait. Mais toujours est-il que ça c'est ce que les autres vont vous dire d'eux, et vont vous dire mais alors pourquoi vous condamnez pas les violences, en gros, à chaque fois tu retombes là-dedans. Et le problème c'est que en fait quand tu refuses cette indignation, moi c'est de manière un peu je suis désolé, de manière un peu matérialiste et perplexe, c'est que ça joue carrément contre nous, quoi. C'est-à-dire on devient inaudible, quoi. Qualifier l'attaque du Hamas de terroriste n'empêche pas du tout toute la grille d'analyse et toute l'analyse qui a été faite ensuite par tous les éléments de langage qui ont été développés derrière par la France insoumise. Ça n'empêche pas les crimes de guerre, ça n'empêche pas de condamner le fait que le gouvernement n'appelle pas au cessez-le-feu, ça n'empêche rien du reste, selon moi. Selon Clémentine Autain et selon visiblement tout un tas d'autres figures de gauche, y compris dans la France insoumise. Mais il y a eu un peu ce bourbier dans lequel on s'est foutu, où nous effectivement on sait nos positions, on sait que beaucoup de gens font semblant de pas les comprendre, mais c'est ça aussi la politique en fait. C'est terrible, c'est ça aussi la politique. La politique c'est pas que des discours rationnels avec des gens qui vont prendre les arguments et peser le pour et le contre, c'est aussi la mauvaise foi. Et c'est surtout ça même d'ailleurs peut-être la politique. Donc bon. Moi de ce que je sais, de ce que je peux vous dire et de ce que je sais par contre, ça je peux vous le dire, c'est des bruits qui courent, voilà, et maintenant c'est des bruits qui courent. Mais de toute façon, le communiqué de la France insoumise qui a été fait, il n'a pas été décidé par le groupe parlementaire directement, il a été décidé par un nombre très réduit de personnes, et tout le monde s'est retrouvé un peu au pied du mur, y compris dans la France insoumise, pour sauver le bateau, quoi. Pour se défendre de tout ce qui se passait, des différents éléments de langage. Certains le font mieux que d'autres, certains le font, le problème David Guiraud le fait très bien, par exemple, voilà, sur BFM,
Sur le BFM, il dit d'accord, je dis terroriste, mais toi tu dis terroriste pour Israël. Et le gars il finit par dire terroriste pour Israël. Donc il y arrive très bien. D'autres y arrivent beaucoup moins. Beaucoup moins. Et en fait, quand il arrive moins, ça, des fois, là, je rejoins Clémentine Autain là-dessus, ça rend un peu brouillon ton propos. Ça rend un peu brouillon. Et c'est jamais bon dans un moment comme ça d'avoir un discours qui paraît brouillon. Ça veut pas dire qu'il l'est. En tout cas, il le paraît. Donc c'est toujours le problème. Parce qu'en fait, vraiment, si jamais il y a suspicion de connivence avec des terroristes, c'est juste quoi que tu dises derrière, de toute façon, t'as perdu. C'est terrible. Alors je dis pas que les débats sémantiques sont pas importants. Potentiellement ils le sont d'ailleurs. Après, si jamais au bout d'un moment, il faut aussi savoir dépasser le débat sémantique et se réapproprier les termes en fait. Se réapproprier les termes, c'est aussi notre stratégie qui est assez intéressante. Se réapproprier les termes, les redéfinir, et c'est ce que fait d'ailleurs parfois la France Insoumise quand elle s'embourbe dans des problèmes de type lexico. C'est redéfinir les termes. Donc c'est le problème. C'est le problème de quoi que tu dises, de toute façon t'es fliqué, on va t'attendre. Alors soit t'essayes d'imposer ton narratif et tes termes, et soit mais globalement personne t'écoute parce que tout le monde s'en branle. Soit tu te dis bon, il y a peut-être plus important à faire, ou alors vas-y je le fais pour la forme, et après j'explique pourquoi en fait on devrait pas le faire. C'est compliqué. C'est encore une fois, on est dans une position où tout ça est très compliqué. Alors laquelle est la meilleure stratégie, laquelle est la moins bonne stratégie, c'est super difficile à dire.